Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue au Théâtre de la Colline pour cette première rencontre organisée avec le magazine Philosophie Magazine, qui est notre partenaire depuis plusieurs saisons. Dans cette première rencontre, Geneviève Fraisse et Isabelle Lafont de ces spectacles, les insoumistes, que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir. Dépêchez-vous si vous ne les avez pas vus, il reste encore une semaine d'exploitation. Les prochaines rencontres seront organisées avec Wajdi Mouawad en janvier et la metteur en scène Julie Duclos au mois de mars autour de son spectacle Mailé. Je passe tout de suite la parole à Cédric Ange-Albert, qui est journaliste au magazine Philosophie Magazine. Eh bien, écoutez, merci d'être aussi nombreux ce soir. La soirée va se dérouler en deux moments. On va dialoguer pendant environ une petite heure. Puis ensuite, on accueillera les questions que vous pourrez vous poser ou poser aux deux intervenants qui nous font plaisir d'être ici. Donc, Isabelle Lafont, que je vais présenter très brièvement, qui est donc la metteuse en scène des Insoumises, qui joue actuellement dans cette salle. Isabelle Lafont, vous aviez monté précédemment des textes à partir du roman, enfin du récit que fait du génocide rwandais Jean Hatzfeld. Vous avez également monté le journal du Nôtre, donc à partir des entretiens avec Anna Akhmatova, c'est un petit peu difficile, qui sont donc aussi l'une des parties du spectacle sur lequel vous avez retravaillé pour les Insoumises. Le spectacle s'intitule 2 ampoules sur 5. C'est une habitude que vous avez, je crois, de revenir sur les textes, de les travailler régulièrement, de les réélaborer pour y trouver de nouvelles sources d'inspiration, de réflexion. Vous êtes également l'auteur d'un moyen-métrage intitulé Les Merveilleuses, qui est aussi le nom de la compagnie que vous avez fondée. Oui. Du nom de ces femmes qui, au lendemain de la Révolution, au XVIIIe siècle, s'habillaient de façon un peu étrange, en dehors des clous, en dehors de ce qu'on attendait d'elles. Ces différences que vous explorez dans Les Insoumises, à partir de 3-4 femmes qui sont reliées par cette question-là. Il y a donc Lidia Tchoukovskaya, qui dialogue donc avec la poétesse Anna Akhmatova. Il y a Virginia Woolf et il y a également Monique Wittig, auteur d'un texte assez méconnu, L'Opoponax, qui est donc paru en 1964. Ces 3 femmes sont reliées par cette question de la différence et de la place qu'elles peuvent prendre dans la société, dans la cité. Geneviève Fraisse, c'est les questions que vous élaborez et sur lesquelles vous réfléchissez depuis un certain temps, celle de la controverse des sexes, dont vous avez fait votre objet d'étude. Vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe, et vous avez également mené des combats politiques. Vous me disiez que vous aviez été plutôt appelé que happé par la politique. Vous nous en direz peut-être quelques mots un peu plus tard. Vous êtes notamment l'auteur du Consentement, paru au Seuil en 2007, D'à côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, paru au bord de l'eau en 2010, et d'une biographie de Simone de Beauvoir, paru chez Actes Sud en 2008, et plus récemment d'un ouvrage qui s'intitule La sexuation du monde, paru aux éditions de Sciences Po, les presses de Sciences Po. Sciences Po, vous avez enseigné pendant un temps. Vous interrogez dans cet essai, qui rassemble différentes chroniques, le rapport qu'on peut avoir, notamment les créatrices à la cité et à la politique. Vous interrogez ce que c'est que d'être une citoyenne et une artiste. C'est aussi les questions que nous allons nous poser ce soir, notamment à partir de Virginia Woolf et de Simone de Beauvoir, en cherchant à savoir ce que peut être le fait de dérégler le système, d'être une insoumise, de trouver les voies de l'émancipation. Nous commencerons peut-être tout simplement par une question très simple à Isabelle Lafont. Isabelle, quelle a été l'origine de ce spectacle et pourquoi avoir choisi de monter cet ensemble de trois textes? J'ai commencé par travailler sur les notes sur Anna Akhmatova de Lidia Tchoukovskaya. Je ne sais pas du coup si je dois regarder. Si je dois écouter mon désir, donc vous regardez, ou la cabotine que je suis, c'est-à-dire regarder la salle. Et du coup, donc à partir de notes sur Anna Akhmatova, qui est un énorme livre, et effectivement la première version, Journal du Nôtre, n'était pas satisfaisante, donc
nous en avons fait avec Johanna une autre. Entre-temps, j'ai quand même essayé de monter une pièce, une mouette de Tchekhov, hein, une pièce normale, mais juste au lieu de 13 personnages, il y en a 5, et ce sont 5 femmes qui jouent tout. Et j'ai toujours Virginia Woolf, son journal est à côté de mon lit depuis longtemps, et c'est véritablement, très concrètement, une phrase d'Anna Akhmatova qui dit à Lydia mais nous sommes des insoumises, n'est-ce pas? Cette phrase très concrète, dit dans ce moment de l'histoire très concret, parce que le mot insoumise, il est général, il est parfois employé par Marine Le Pen, donc il faut faire assez attention. Il y a une affiche là, je crois, Soyons insoumis, ou oui à la soumission de l'extrême droite en sortant de la colline. Donc et du coup, c'est cette phrase de Anna Akhmatova à Lydia, dans ce moment d'histoire où tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'avoue franchement, j'ai eu envie de continuer le travail avec Akhmatova, avec le journal de Virginia Woolf. En fait, et Monique Wittig, c'est autre chose parce que c'est venu en plus. Et du coup, c'était... Si je dis que c'était évident, c'est un peu bêta, mais oui, ça me semblait résonner, rebondir. Après, au-delà de l'idée que j'avais des insoumises, parce que cette chose-là, c'est un titre, donc ça veut... Comment dire, je mesure qu'il faut faire attention, parce que le mot a été dit dans un moment d'histoire très très concrète de Anna à Lydia, en pleine époque stalinienne. En gros, c'était on continue toutes les deux, on va inventer quelque chose, on va frayer un chemin. Et il me semblait que s'attaquer à l'immense journal de Virginia Woolf, c'était aussi continuer quelque chose, sans avoir peur de s'y attaquer. C'est peut-être juste ça. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds un peu à côté. Non, c'est bien. Je crois qu'il y avait à l'origine un troisième élément sur des femmes, enfin sur des femmes et des hommes internés dans un hôpital psychiatrique. À l'origine, quelques mots. C'est pour ça, oui. À l'origine, c'était donc Akhmatova, Tchoukovskaya, Woolf, enfin 3 femmes face à Woolf, et puis il y avait un spectacle qui s'appelait Nous demeurons, qui était fait à partir d'écrits de femmes dites folles au début du siècle. Donc, de franchir une ligne. Puis on était pas mal aussi sur le plateau, c'était un peu différent. Geneviève Fraisse, vous aviez déjà vu les 2 ampoules sur 5, donc le premier des spectacles qui composent la trilogie. Qu'avez-vous pensé de l'ensemble de ces spectacles? Oui, d'abord, je dois dire que je suis à la fois honorée et heureuse d'être là, et d'être là pour le travail d'Isabelle Lafont, dont j'avais vu effectivement les 2 ampoules au TGP, avec une sorte d'éblouissement, avec dans la petite lumière qui était donnée avec les lampes torches, il y avait quelque chose d'éblouissant dans ce travail. Donc je veux d'abord rendre hommage à ce travail et à ce plaisir théâtral qu'on prend dans ces cas-là. Alors, avant d'en venir à la question des insoumises, moi ce qui m'intéresse, alors là c'est l'appropriation qui est faite. Je vais m'approprier ce qui a été approprié. C'est-à-dire, je ressens ce travail et ce triptyque ou cette succession de mise en scène comme un travail d'appropriation et en rien un travail de restauration. C'est-à-dire qu'on est pris, enfin dans la logique où je suis de toutes ces années que je passe depuis longtemps à travailler sur l'émancipation des femmes ou l'égalité des sexes, etc. C'est très important pour moi de distinguer les choses parce qu'on est encore malheureusement parfois englué dans l'idée qu'il faut restaurer alors des héroïnes de l'histoire ou bien restaurer une histoire manquante, etc. Pour ma part, moi j'avais fait un recueil d'articles il y a une vingtaine d'années qui s'appelait « Les femmes et leur histoire » et non pas l'histoire oubliée, l'histoire abandonnée, l'histoire insu, etc. Et donc c'est important, c'est ça qui m'a plu d'entrée de jeu, c'est cette idée donc d'un leurre, d'une appropriation. De la même façon, quand j'ai travaillé sur Simone de Beauvoir, je me suis approprié certaines choses de Simone de Beauvoir, et pas tout. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait une biographie, j'ai fait un ouvrage, j'ai fait un texte qui est ce que moi je prends chez elle. Et donc
Donc c'est dans cette logique-là d'abord que j'ai accédé à ce travail. J'étais d'autant plus évidemment ravie de voir qu'il y avait 2 autres possibilités après la première, donc entre il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et puis voilà. Alors ça me renvoie à une autre chose qui est pratiquement plus, pas polémique, mais en tout cas dans lequel je m'investis beaucoup en ce moment, d'ailleurs dans un petit groupe de travail avec lequel nous nous alimentons mutuellement. J'ai proposé de travailler cette année sur ce que j'appelle la lignée. C'est-à-dire quelle lignée on se donne. Moi, j'ai considéré qu'Isabelle Lafont s'était donné cette lignée-là, qui ne ressemble pas du tout à ma lignée. Moi, j'ai une lignée qui passe de Madame de Staël à Virginia Woolf, à Simone de Beauvoir, je ne sais pas. On a des lignées. Et donc de proposer que, dans cette idée de retour sur des textes de femmes, il y ait la construction, de la part de chaque être ici, de ce que c'est sa lignée. La lignée, ce n'est pas les références, ce n'est pas l'histoire convenue, ce n'est pas l'obligation de passer par telle ou telle héroïne absolue, encore que j'adore toutes sortes d'héroïnes depuis la Révolution française, mais voilà, c'est l'idée, parce qu'avec la lignée, on inscrit non seulement l'appropriation, mais aussi ce que j'appelle la provenance. D'où ça vient, d'où je viens, d'où je pourrais venir, ça peut être même conditionnel, la provenance. Et c'est ce qui permet aussi de penser le futur. Voilà, c'est pour ça que j'ai accédé, avant de parler de la question de l'insoumission ou pas, j'ai accédé à ce travail d'abord comme ça, comme la proposition qui était faite tout à fait en parallèle à des choses qui m'intéressent et qui me préoccupent en ce moment, ou qui m'ont préoccupé depuis longtemps, c'est-à-dire où on ne restitue pas quelque chose, mais où on doit produire autre chose à partir de cette fabrication, donc de provenance, de lignée, de mise en perspective. Donc ça crée aussi des espaces d'interlocution, je suis sûre qu'on va y revenir, parce qu'il y a des tonnes d'interlocutions dans les 3 pièces, c'est un mot qui me paraît là aussi extrêmement important, et vous voyez bien que dans ce cas, et je m'arrêterai là pour le moment, on est nécessairement dans le multiple, et pas dans l'unique, dans la singularité, oui bien sûr, mais on est dans le multiple. Et là je crois que nous en sommes là aussi, depuis un certain temps déjà, mais c'est important de le souligner. Isabelle, est-ce qu'on peut considérer que le travail de retour sur les textes réguliers participe de cette appropriation dont parlait Geneviève Fraisse le travail sur... Dans l'ensemble, je crois que vous reprenez régulièrement les textes des spectacles que vous montez avec l'idée de les approfondir, de vous les approprier peut-être. Je ne sais pas si le mot convient, mais comme Geneviève Fraisse l'a employé. C'est pas seulement d'approprier les textes, c'est d'approprier les auteurs. Ce qui est, enfin, c'est la distinction que je me permettrais d'ajouter. À la fois oui et non, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée très pragmatique qu'il y a des versions qui ne sont pas satisfaisantes, enfin où je ne touche pas quelque chose, enfin, où je ne m'approche pas de quelque chose, où au contraire je reste, je m'approche pas du feu, j'allais dire, surtout avec Woolf. Donc j'ai fait une première version à Grenoble du journal de Virginia Woolf, c'était lamentable, enfin vraiment, je pense que je m'étais tenue très 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 loin. Après il y a des fois où j'arrive du premier coup, mais là non, c'est pas possible. Et puis c'est vrai, y revenir, j'imagine que, enfin Giacometti parle beaucoup de ça, de revenir, de faire toujours la même chose, enfin... C'est probablement une appropriation, oui. En tout cas, c'est s'approcher d'eux. Non, c'était pour lutter contre l'idée de restaurer ou de recevoir, qu'il y ait des transmissions, qu'il y ait des héritages. Oui, je comprends. Je pense que c'est l'activité du leur histoire qui fait que je me suis sentie très, très émue par... Après, avec Woolf, il y a ce qui est intéressant avec chaque chose au théâtre aussi, c'est d'où ça part. Où est le théâtre là-dedans? Et ça, il ne faut pas le cacher. D'où ça part? Ça part d'une feuille, ça part de quelqu'un qui lit. D'où on part? Et ça, pour chaque texte, le théâtre ne surgit pas au même endroit. Et ça, je trouve ça important de ne pas le cacher dans un spectacle. D'où on parle. Vous mentionniez le fait que vous aviez choisi le titre Les Insoumises à partir de ce mot « mais nous sommes des insoumises, n'est-ce pas ?»
De quelle insoumission parle-t-on, à votre sens? Après vous. Peut-être après vous. Non, là, pour le coup, évidemment, maintenant que tout est noir dans la tête, je ne sais plus quoi dire. Il y a le truc évident, c'est-à-dire que Anna Akhmatova et Lydia Tchoukovskaya sont sous un régime politique au début stalinien qui déporte le fils, qui fusille le mari, que Anna est interdite de publication, que Lydia peut tenir parce que son père est encore là et la protège. Donc là, nous sommes des insoumises, n'est-ce pas, dans cet appartement communautaire, on va continuer à dire les poèmes, à les écrire, à les brûler, à les apprendre par cœur, je continue. Je veux dire, je continue, et je continue non pas seulement par une résolution, mais par un désir plus fort que tout, qui fait que je continue à me préoccuper de la ponctuation. Non, ponctuez bien le poème, etc. Enfin, je simplifie énormément parce que aussi bien Lydia qu'Anna avaient des gestes politiques, Lydia peut-être plus qu'Anna, très, très important, mais qu'on ne pouvait pas faire. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui est difficile à imaginer. Une chose peut vous faire déporter, etc. Donc là, la soumission est, enfin, pas plus frontale, mais pour Virginia Woolf, je crois qu'elle m'aurait détesté si elle avait été mise dans une catégorie quelconque. Donc je m'en excuse. Mais je veux dire, on s'est vite rendu compte, ça fait 3 ans que je travaille dessus, qu'elle invente à chaque minute, tout le temps. Je suis pas sûre que... Il y a une catégorie que revendique Virginia Woolf, c'est la société des marginales. Oui, la société des Ah oui, donc, oui. donc ça, Oui, on la est société en plein dans le sujet. Et les outsiders, c'est vrai. Dans le sujet, donc elle serait pas du tout... elle ne serait pas du tout choquée puisque elle s'est intitulée et elle a rêvé, elle a souhaité, elle a proposé la société des marginales. C'est vrai. Et ce qu'on entend bien, d'ailleurs on l'entend dans le texte, ou bien si on l'entend dans le texte ici, c'est la répétition du je veux chez je veux chez Virginia Woolf. Alors pourquoi ça m'intéresse là sur la question de l'insoumission? C'est la même chose que quand vous dites à l'instant à propos d'Anna Akhmatova. Je continue, je vais continuer. C'est-à-dire que l'insoumission, c'est quelque chose en continu. En continu, c'est mouvement. Oui, mais c'est surtout, peut-être mouvement, mais parce que je pensais à 2 autres termes, parce que vous m'avez interpellé là-dessus dans la préparation, donc, puisque ça s'appelle en sous-titre, moi, la réflexion sur l'émancipation. Donc il fallait que je mette ça en parallèle ou en rapport avec d'autres termes que l'insoumission, notamment rébellion et émancipation. Donc là, si elles sont dans l'insoumission, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'invention en parallèle, d'où la société des marginales, ou d'où même ce qu'a fait Monique Wittig, on peut y revenir, quand elle dit qu'il faut échapper au contrat, quand elle dit qu'il faut qu'on foute le camp du contrat hétérosexuel, etc. C'est-à-dire qu'on est sur des logiques qui sont d'abord d'un déroulement dans le temps et qui ne sont pas un affrontement nécessairement avec l'ennemi. Non. Mais plutôt à une définition, donc du coup j'ai réfléchi à tout ça, une définition des stratégies. Disons, le mot rébellion, il est clair que c'est la bataille, hein, c'est-à-dire qu'on va s'affronter avec quelqu'un. Là, la question, c'est pas celle de l'affrontement, c'est la question d'arriver à tenir, je continue, je veux, et où je fais des récits à non plus finir, comme celui de Lepoponax chez Monique Wittig, qui est quand même son premier livre, il ne faut jamais l'oublier, où c'est quand même, elle fait là un acte de... Je sais, j'ai pas de mots, mais... Et par ailleurs, alors pour en venir au terme que moi j'emploie quand même beaucoup, qui est émancipation, qui est donc émancipation versus domination, comment on travaille avec ces concepts depuis un certain temps, et avec lesquels je travaille moi encore, avec la polysémie du mot émancipation. Mais émancipation, c'est sortir de quelque chose, hein, c'est ex mano, hein, donc c'est de toute façon quelque chose qu'à voir avec une sortie de. Alors sortie de, ça peut vouloir dire sortie de, et je pars en courant loin du contrat hétérosexuel, comme ça pourrait être Monique Wittig, ou c'est l'émancipation, c'est-à-dire je n'ai plus de tutelle et à ce moment-là je suis un être libre, comme on a dit, affranchissement ou libération pour les esclaves et pour d'autres. Donc là, en ce moment-là, on accède à un statut autre,
Mais c'est pas ça non plus, la soumission. Donc, on est là dans un registre tout à fait spécifique, et j'y ai repensé aussi parce qu'il y a 3 jours, j'étais au Festival de Montreuil où on reprogrammait des documentaires, on reprogrammait ce fameux film, cette vidéo faite à 4 avec Carole Rossopoulos, Delphine Seyrig, Guillaume Wider et Nadia Raga, Iso Mazo dans ton bateau, qui était le tournement de l'émission, et elle s'appelait Les Insoumises. Donc voilà, on va pouvoir peut-être faire le lien tout à l'heure, parce qu'à Akhmatova, on prend beaucoup ce terme. Mais voilà, moi c'était sur ce rapport au négatif, et je trouve qu'elles vont bien ensemble, ces 3-là, précisément, je trouve que le mot insoumission colle complètement avec le choix de ces 3 femmes. Est-ce que je peux le dire? Oui. Non, mais je veux dire, c'est ni rébellion, ni émancipation, oui. C'est bien une sorte de... Après, le mot, la société des marginales, il est juste. Ah oui. Il est très très juste, il est plus juste que insoumise. C'est comme quand elle dit souvent, nous sommes des outsiders, enfin, qui est presque difficile, outsider. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, donc d'une autre autrice, qui est donc Simone de Beauvoir, c'est que j'ai chopé quelque part, et puis qu'après, moi, j'ai plutôt monté en exergue, c'est qu'elle dit qu'elle est quelque part en marge, comme un correspondant de guerre. Elle se voit en correspondante de guerre. Je trouve ça très fort. De sa part, je trouve ça très fort. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire la guerre, mais elle est correspondante de guerre. Et c'est très risqué, la position de correspondante de guerre aussi. Donc voilà, il y a des textes comme ça que j'avais un petit peu ressortis, je ne sais plus où c'est, mais en tout cas, il y avait cette idée de où est-ce qu'on se met là, à ce moment-là, hein, qui était là aussi un slogan des temps féministes anciens. Où est-ce qu'on se met, ça s'écrivait MAI. C'était un 1er mai. On voit bien qu'il y a un rapport assez dialectique, vous mentionniez, Geneviève Fraisse, entre le fait de chercher l'émancipation, ou de chercher plutôt la déconstruction de la domination, et que l'insoumission pourrait peut-être se placer entre ces deux notions. De toute façon, c'est une question extrêmement importante, parce que, et à vif aujourd'hui encore, qui est de savoir si on travaille sur déconstruire la domination, ou au contraire sur l'émancipation comme lieu des contradictions. Moi, ce que j'appelle habiter la contradiction. Mais il y a une telle vision que l'émancipation serait un effet mécanique ou déterminé de la domination qu'il n'y aurait rien à en dire et rien à en penser. Je pense que c'est totalement faux. Je pense que c'est même absurde. Mais il y a une telle fascination, c'est agressif hein, quand je dis ça, polémique, mais il y a une telle fascination, donc j'insiste, quitte à me mettre à dos beaucoup de monde, mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fascination dans la volonté comme ça de tout le temps vouloir détruire, déconstruire, défaire la domination, alors que, et donc là aussi je me sens proche de ce travail, parce que c'est une élaboration sans cesse de comment je vais avancer, reculer, souffrir, jouir, etc., enfin, qui montre la difficulté. Bon, il y a un mot qu'on peut employer aussi qui est celui de résistance, mais dans la mesure où il n'est pas assez affirmatif par rapport à l'insoumission, mais bon, je sais pas. Il y a Isabelle Lafont, je crois, ce mot de Anna Akhmatova, qui dit « Qui peut dire non à sa propre vie ?» Comment comprendre cette phrase rhétorique je ne sais pas si elle est rhétorique d'ailleurs, c'est peut-être une réelle question. Et juste là, en fait, et ça c'est important pour... Elle le dit après avoir parlé de sa condition de l'appartement communautaire, c'est-à-dire qu'elle le dit parce qu'Anna Akhmatova vivait chez les uns, chez les autres, donc dans une chambre d'un appartement communautaire, soit de son ex-mari, soit... Elle habitait vraiment à droite à gauche, vraiment. Après, il faut savoir aussi qu'effectivement, vu cette époque, elle habitait à droite à gauche, mais il y avait aussi un désir d'Anna Akhmatova de ne rien posséder. Mais on en parle moins parce qu'on voit, et c'est vrai, la réalité politique qu'on ne pouvait pas avoir d'appartement, en tout cas sûrement pas elle. Et donc c'est à un moment donné où on lui promet une petite pièce, on lui promet d'augmenter sa pension, ce qui était très important, et ça ne se fait pas, et donc c'est là où elle dit c'est ma vie, ma biographie qui irait dire non à sa propre vie. Moi je le vois toujours comme on continue, on franchit ça, mais c'est quelque chose de dur à franchir, parce que c'est pas une histoire qui irait dire non, c'est le destin, je crois pas. Oui, en réalité, je l'avais entendu de façon tout autre, disant qui peut dire non à la propre vie, c'est-à-dire qui peut dire non à sa propre vie dans le sens qui peut dire non à la vie qu'on nous aurait imposée, c'est-à-dire c'était un chemin de l'émancipation. Enfin, je l'avais entendu comme un chemin de l'émancipation, mais c'est sans doute une... Non,
Non, pas du tout. Une interprétation. Moi, je la redis bêtement le soir. Donc Moi, j'arrive pas à savoir, par exemple, dans le mot émancipation, si on dit oui ou si on dit non. Je me suis posé la question avant de venir. Je ne sais pas si on dit oui ou si on dit non dans la soumission. on dit. Ça, de toute façon. Vous mentionnez Geneviève Fraisse dans votre livre, La sexuation du monde. Vous développez tout un passage sur la question de la créatrice, qu'est-ce que c'est que créer quand on est une femme, et vous montrez que c'est à la fois, c'est votre expression, votre formule, prendre son droit, mais aussi se confronter à des disputes symboliques. Qu'est-ce que ça peut signifier, c'est ce double combat qui est à mener quand on est une femme et qu'on crée? Prendre son droit, en fait, je l'ai emprunté à une femme du 19e siècle. Là aussi, c'est des citations sur laquelle j'ai travaillé jadis, qui s'appelait Clémence Royer, et à laquelle j'ai pensé quand j'ai eu le droit, moi, de rentrer au CNRS pour travailler sur ces questions-là. Parce qu'elle avait un papier à lettres, donc c'est la traductrice de Darwin, qui est honnie de tous les darwiniens, mais qui était une autodidacte absolument insensée. Et à la fois autodidacte et sachante dans tous les savoirs. Et elle avait un papier à lettres, donc en 1860. Sous son nom, il y avait marqué « Je prends mon droit ». Je m'en suis jamais remise. Qu'elle ait mis ça sur son papier à lettres, quoi. Donc, c'est pas étonnant que l'expression ressorte malgré moi, comme ça. Et ce à quoi vous m'amenez, mais j'aurais bien fait un détour par le multiple, mais bon, ce sera pour tout à l'heure. Mais peut-être ça peut. C'était justement si je ne suis pas dans la restauration, si je suis dans cette difficulté à bien habiter les contradictions de l'émancipation, c'est jamais pour trouver la question de l'identité, c'est jamais pour rechercher les identités. C'est peut-être un sens qu'on peut parler du multiple, d'ailleurs dans les trois pièces, et dans la mise en scène, pas seulement chez les auteurs, parce que la mise en scène aussi est faite, puisque interlocution avec la première, 3 à Virginia Woolf, parce qu'une seule, c'était trop difficile, et dans le texte de Monique Wittig, enfin c'est ce que j'ai lu, et dans le texte, dans un interview que vous avez donné, et le texte de Lopoponax, où quand même elle arrive à restituer une école entière, quoi. Donc c'est assez fort. Donc il y a un monde fou. Donc déjà ça, on voit bien que ça ne va pas nous entraîner du côté de qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'une femme va créer et qu'est-ce qu'elle peut créer, qui est-elle. Tout ça pour moi c'est pratiquement poubelle. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant, à mes yeux, et c'est ça que je propose, de voir quels sont les problèmes qui peuvent surgir. Et c'est un des textes qui est dans des chapitres qui est dans La sexuation du monde, que j'ai appelé le dérèglement des représentations, où j'identifie notamment 4 disputes depuis la Révolution française. La dispute sur la muse et le génie. Vous ne pouvez être que des muses, vous ne serez jamais des génies. La dispute sur copier le nu. Vous ne pouvez pas copier le nu, parce que copier le nu, ça c'est seuls des hommes peuvent copier le nu. Je pense parce que le nu c'est la vérité et que les femmes ne vont quand même pas copier la vérité puisqu'elles sont la vérité elles-mêmes. Moi je vous passe la détail de la démonstration. Puis la 3e dispute, c'est vous ne pouvez que vous expliquer sur vous-même, vous ne savez faire que ça. Ce que dit Nietzsche, mais ce que redit aussi Virginia Woolf dans Une chambre à soi, où, quand elle oppose Jane Austen et les sœurs Brontë. Donc entre celles qui sont dans la rage, etc. Et quand on cessera d'être dans la rage, c'est-à-dire de raconter sa propre histoire. Et on sort de raconter. Donc ça, c'est des règlements de représentation, c'est ce qui permettrait de se déplacer. Et peut-être, et puis la dernière chose, c'est sur l'engendrement. Alors peut-être, pour me raccrocher au travail d'Isabelle Lafont et à ces 3 pièces, j'ai repris, aussi bien dans le journal de Catherine Mansfield et dans le texte qui vient de paraître de Léonard, on a pris des extraits de son journal où il raconte des choses de Catherine Mansfield, de Virginia Woolf, justement. Qui était donc son compagnon. Qui était donc le compagnon de Virginia Woolf, dont on a une image un peu fade, on a tort. Et je dois dire que je vous recommande vivement les extraits très courts du journal de Léonard qui viennent de sortir, ou autobiographique, je ne sais pas comment l'appeler. Et c'était juste sur l'histoire de Catherine Mansfield. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont Virginia Woolf cherche à se dépatouiller de ça. Parce que ce qu'il y a dans la pièce, c'est ce qui est restitué, à savoir quand elle meurt, puisqu'elle meurt très jeune, comme vous le savez sans doute, Catherine Mansfield, de maladie, comme ça j'ai perdu une rivale. Mais tous les autres passages sont étonnants parce qu'elle dit
que c'est auprès dans l'interlocution avec Catherine Mansfield qu'elle trouve des choses inouïes. Notamment, alors j'ai noté les passages, ressenti ce que je ne ressens jamais, quiétude, ajoute-t-elle. Et puis à le passage, nous couvrons beaucoup plus de terrain en beaucoup moins de temps. Là, elle compare avec toutes les autres femmes écrivaines et intellectuelles qu'elle peut rencontrer, en beaucoup moins de temps. Donc, elle revendique ses droits, dit-elle à propos de Catherine Mansfield, artiste, mais c'est une étrange amitié, etc. Entente profonde. Donc après, on arrive à une rivale en moins, mais bon, ce que je voulais dire là, c'est pas restituer la gentillesse par rapport à la méchanceté, c'est pas ça. C'est plutôt de voir comment, ce qui est frappant dans le journal de Virginia Woolf, c'est à quel point elle est en interlocution. Et ça va avec l'idée de la lignée, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à sortir ces sujets femmes, ces autrices femmes, ces créatrices, de façon dans une unicité et dans une solitude finalement terrible. Or, ce qu'on trouve chez ces autrices, donc grâce à l'échange avec Tchaikovskaya et puis ces trois personnages, et puis puis il y a les guerrières quand même de Wittig, hein, c'est quand même, quand elle passe du on qui est dans l'Opoponax à elle quand elle est dans les guerrières, puis elle donne tous les prénoms, etc. Donc c'est de restituer des espaces, et des espaces d'interlocution qu'on n'imagine pas. Donc voilà par exemple quelque chose qui est intéressant du point de vue des créatrices, au passage. Si je comprends bien, vous me reprenez si j'ai tort, c'est quand on écrit et qu'on est une femme, on est non seulement soi, mais on est nécessairement une multitude également. On n'est pas nécessairement. Ce que je veux dire, moi c'est à rebours, je le prends à l'envers. C'est-à-dire qu'on en fait des êtres isolés, et moi toute tentative de reproduire de l'interlocution, du multiple, des lignées inattendues, fait qu'on restitue, là pour le coup, un type d'histoire dont on ne veut pas. Dont personne normalement semble, dont on ne voudrait pas. Et donc cette dimension me paraît source de possibilités là. Il faut, si par exemple moi je veux déconstruire quelque chose de la domination, ça serait de restituer tous ces espaces d'interlocution. Je le fais là dans un des chapitres aussi du livre à propos de la rencontre de Simone Veil et de Simone de Beauvoir dans la cour de la Sorbonne en 1929, dont il se trouve qu'une historienne de la littérature qui aussi était ma mère raconte l'histoire, raconte cette rencontre, comment elle se dispute, mais violemment, et comment finalement on retrouve cette dispute à l'intérieur même des écrits de Beauvoir. Et donc là, tout d'un coup, au lieu d'avoir trois femmes isolées, ah oui, il y avait des femmes philosophes au XXe siècle, ben on voit qu'elles se sont engueulées, qu'elles se sont affrontées, et que quelque chose là s'écrit qu'on n'entend pas, et qu'on peut aussi entendre. On voit bien, Isabelle Lafont, que vous avez monté le texte de Virginia Woolf de façon dialogique, avec donc trois personnages, enfin pas dialogique, mais avec trois personnages qui vont rechercher les textes. Comment se fait le choix de ces textes? On a l'impression qu'ils sont, au départ en tout cas, dans les premières minutes du spectacle, on a l'impression qu'ils sont découverts, c'est-à-dire que les personnages reprennent des feuilles, les échangent, en trouvent d'autres. Est-ce qu'il y a une marge de liberté dans le moment de l'interprétation? Vous voulez dire dans le choix des textes? D'abord dans le choix des textes et ensuite dans l'interprétation. Est-ce qu'il y a un moment d'improvisation, c'est-à-dire que vous auriez une multitude de textes possibles et vous choisissiez... L'idéal c'est ça, et on n'arrive pas encore tout le temps à le faire, mais que chaque soir il y a une trame comme dans le jazz, dans les improvisations de jazz, il y a une trame, et l'idéal c'est de pouvoir rebondir et improviser. Donc moi j'aime bien, je glisse d'autres phrases, et puis ce qui se dit entre n'est pas prévu. Je veux dire, à part, moi je reviens souvent avec quel âge est là, quel âge est là. Après, quand je pense au journal de Virginia Woolf, ce qui était frappant à la lecture et ce qui était difficile à saisir, c'est que quand elle fait son journal, elle s'adresse à une autre, c'est-à-dire à la vieille Virginia, beaucoup. Elle s'adresse à la vieille Virginia qui, elle, verra tout, qui, elle, parfois sera clémente, qui, elle, parfois la jugera pas forcément bien. Et il faudra que je lui dise, souvent, il y a elle, et puis il y a la vieille Virginia. Et puis, il y a... et ça, c'était très troublant. Et de même qu'avec... C'est-à-dire... Et il y a aussi, donc, le journal. C'est pour ça que cette histoire... Enfin, peut-être, même si c'est... Le mot multiple me fait rebondir sur ça, hein, même si c'est pas dans la même... si c'est pas forcément juste. Et il y a donc cette adresse à la vieille Virginia. Et puis, il y a aussi, c'est un journal, donc c'est intime, c'est quelque chose
qu'on ferait a priori pour soi, je dis bien a priori, mais elle dit très vite et par heure qu'il faut bien qu'on en tire quelque chose. Donc elle en fera œuvre. Et en même temps, c'est intime. Qu'est-ce que faire de ça? Mais elle dit, peut-être qu'on pourra en tirer quelque chose, peut-être que, qu'est-ce que fera Léonard après ma mort? Est-ce qu'il brûlera, il en gardera un petit peu? Peut-être qu'on pourrait en tirer... Enfin, il y a un petit rayon de lumière qui dit que quand même, il faudra bien que ça fasse œuvre. Ce qui est troublant quand même. Et pour Tchoukhovskaya et Akhmatova, ce qui est troublant, c'est que le journal de Lydia, ce sera le journal de sa rencontre avec Anna. C'est-à-dire que, au lieu d'écrire aujourd'hui Jeannin, elle décidera de faire le journal de sa rencontre avec Anna, sauf vers la fin, vers les années de la fin, où de plus en plus elle parle plus d'elle et un peu moins d'Anna. Et en plus, comme cette rencontre n'était pas... C'était difficile de dire tout, elle décidera de faire le journal de cette rencontre avec Anna, mais pour pas que quelque chose soit risqué par Anna et elle dira « D'accord, je fais cet acte-là », parce que c'était un acte à cette époque-là, mais je vais omettre l'essentiel. Et ça, c'est extraordinaire de mettre quelque chose sur un plateau, de mettre en scène avec comme, je ne vais pas dire comme consigne, mais un petit peu quelqu'un qui vous souffle, mais il faut que tu omettes l'essentiel. Et qu'est-ce que tout. Et une phrase de Woolf, et ça j'aimerais bien qu'on me l'explique, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans son journal, elle dit, et c'est très troublant, il est probable que je ne dis pas tout, ce qui équivaut à se confier. Ah oui, mais moi je ne comprends pas. Ah oui, mais moi je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Enfin, du pas tout, donc alors je le relis avec omettre l'essentiel, enfin je ne sais pas, c'est assez... Geneviève Fraise, vous disiez que cette phrase-là vous convient bien, comment vous l'entendez? Non mais parce que qu'est-ce que l'authenticité? Ça n'existe pas. Je ne dis pas tout, ce qui équivaut à se confier. Oui, ça... Ben oui, c'est parce que c'est une façon de mettre en cause ce qui serait authentique, voilà. Transparent. Donc ça nous convient bien. À tout le monde, à moi comme à d'autres. Ben oui, c'est génial. Mais de toute façon, sur la question, moi je voulais rebondir sur autre chose parce que, comme vous avez compris, j'ai travaillé pour venir aujourd'hui. J'ai trouvé aussi quelque chose qui m'a bien intéressée chez Anna Akhmatova, dans un de ses recueils. Bon, je trouve que je m'intéresse, bon, je disais tout à l'heure que le conflit muse-génie qui est remis exactement de manière matricielle et fondamentale pour faire de la démocratie exclusive au lendemain de la Révolution française, en gros pour dire aux femmes vous y êtes, mais en même temps vous y êtes pas quand même, ce que j'appelle exclusif, c'est comment bouge évidemment cette notion de muse et de génie. On sait bien que la notion de génie bouge, et qui va notamment bouger en fonction de la représentation qu'on a de ce qu'est la création entre le 19e et le 20e, c'est pas la même chose. Mais sur l'histoire de la muse, j'ai noté au passage chez Akhmatova que c'est un terme qu'elle emploie beaucoup. Et ça m'a amusée parce que, bon, moi j'ai beaucoup parcouru ce que j'appelle la muse inoxydable, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce mot-là. Et aujourd'hui, en 2016, comme il y a 100 ans ou 200 ans, c'est insensé. Donc je dis inusable, inoxydable suivant les moments. Mais ça veut dire qu'elle va, si vous l'avez jetée par la porte, elle va rentrer par la fenêtre. Mais ça a une multiplicité de sens, hein, ça n'a pas qu'un seul sens, loin de là. Mais je voudrais juste restituer peut-être ce que... Donc là aussi, ça fait partie des dérèglements, c'est-à-dire comment, à la fois, par exemple, les peintres se sont mis à Julian Freud qui montre le modèle, la muse qui le regarde peindre, etc. On a toutes sortes de distorsions de la muse endormie, de Brancusi, on a toutes sortes de distorsions quant à la question de la muse au XXe siècle. Donc, en fonction de ça, j'ai été surprise de voir qu'Anna Akhmatova en fait un grand usage. Alors, je vais vous apporter juste trois références que je vous livre. La première, elle est de 1914. La main brune de la muse, divinement calme et légère, y inscrira le dernier mot. Donc en 14, elle est en paix avec la muse, elle est en bonne entente. Et en 1915, la muse est partie sur le chemin, ma belle visiteuse. Et puis en 1936, elle a un poème qui s'appelle La Muse en tant que telle, et c'est comment vivre avec ce fardeau qu'on ose encore appeler muse. Et en dessous, il y a plus brutal que la fièvre, notamment. Hein, je ne vais pas tout recopier parce que je savais qu'il fallait se dépêcher, mais voilà, c'était cette idée comme ça qu'elle-même a transformé
ce qui fait partie des... Enfin, elle a pris son chemin sur ce sujet-là, c'est-à-dire que vous pouvez aller, c'est mon grand exemple, il y a une exposition sur Berthe Morisot au musée Marmottan il y a quelques années, et voir que le premier mot qu'on mettra d'elle, au lieu de mettre qu'elle est peintre, c'était qu'elle était la muse de je ne sais plus qui. Donc avant même d'être peintre, mais ça vous pouvez faire l'expérience toutes les semaines. Donc c'est quelque chose c'est un inconscient collectif qui ressort tout le temps. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens dérèglent les choses par rapport à ça. Et elle s'est appropriée la question, ça pose aucun problème, c'est comme si elle était un mec, donc voilà, elle a sa muse comme si elle était le génie masculin, mais après elle souffre avec. Et ça, peut-être sur les souffrances aussi, c'est fort. En tout cas, on voit bien qu'il y a dans cette notion de dérèglement à la fois une forme d'affirmation, on disait tout à l'heure, avec la répétition des je veux, je suis, enfin l'affirmation de soi à travers l'écriture, à travers l'énonciation. Il y a une forme de subversion, on vient de le voir notamment avec la muse, disant je me trouve une muse, moi qui suis femme, je me trouve une muse néanmoins. Et il y a un troisième élément peut-être dans cet ébranlement qui serait une forme de jouissance liée à une forme de souffrance. Comment est-ce que jouent ces termes-là? Voilà, ça c'est quelque chose aussi de très important. Alors peut-être il faudrait qu'Isabelle... la question du rapport entre souffrance et jouissance. Ça c'est par exemple ce qui permet de dérégler... Parce que ce que j'appelle le dérèglement pour moi, ça veut dire le dérèglement de la tradition. C'est au lieu de subvertir les choses en affirmant une nouvelle identité qui confondrait toutes les identités anciennes, moi je suis plutôt pour le cheval de Troie, qui rentre à l'intérieur de la tradition et qui voit comment elle va dézinguer les choses, quoi. Donc ça serait plutôt une logique d'entrisme qu'une logique d'utopie alternative. Et là-dedans, la question du rapport entre souffrance et jouissance, moi je le trouve strictement passionnant, quels que soient tous les auteurs, autrices. Et donc sur ces trois auteurs, autrices, c'est vrai qu'Anna Akhmatova, elle souffre énormément. C'est vrai que Virginia, elle souffre énormément. Et en même temps, ces femmes sont dans une jouissance folle. Je ne parle pas de Le Poponax, qui est jouissif, pas seulement jouissant, mais jouissif. Donc, moi, ça, c'est une question, au fond, c'est une proposition. C'est de travailler sur ce rapport entre souffrance et jouissance. Et la représentation, moi j'ai été très frappée dans l'histoire des femmes artistes, on nous raconte toujours combien elles ont souffert, etc. Et on pourrait prendre les choses à l'envers et voir comment elles ont joui. Et puis, ça, voilà, c'est tout. Est-ce que ça a été une ligne de travail, Isabelle, dans votre mise en scène? On le voit, il y a une forme de... En deçà de la jouissance, il y a une forme déjà d'enthousiasme avec ces deux femmes dans 2 ampoules sur 5 qui sont à la table, qui écrivent, qui échangent dans l'obscurité de ces lampes. On le voit avec Virginia qui est extatique, qui circule dans tous les sens, qui va faire des conférences, qui sort en ville, qui revient. Est-ce que ça a été une ligne d'interprétation des textes, que cette question de la jouissance confrontée à une forme de souffrance d'être femme dans ces conditions? De façon... Parce que c'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille un texte, en tout cas, moi, quand je travaille un texte, je me laisse entraîner. Donc j'ai pas forcément de vision ni d'idée avant, même pas du tout. C'est ça, c'est ce qui fait que les répétitions sont fastidieuses, brumeuses, bordéliques et que finalement on découvre quelque chose en jouant en public, beaucoup. Et que je tiens à la fragilité des spectacles, quitte à ce qu'ils se cassent la figure parfois, mais qui soit tout le temps au bord d'eux. Après, pour Anna Akhmatova et Lydia Tchoukovskaya, en lisant un peu des choses aussi en dehors sur Anna Akhmatova, je me suis aperçue et pour avoir vécu aussi dans les pays de l'Est, même s'il n'y a pas de rapport, de l'humour volcanique d'Anna Akhmatova, de sa capacité à retourner, prendre une situation, et à en faire rire. Enfin, en faire rire, pas faire rire, mais en faire rire
ou même des mots, quand elle dit par exemple « je suis une émigrée de l'intérieur », vous voyez, c'est comme une boutade, mais c'est un mot où on peut réfléchir longuement. Et pour Virginia Woolf, moi ce qui m'est apparu à la première lecture et relecture du journal, parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire, à le relire, à le re-relire, je crois 1 an, c'est que je ne comprenais pas ce que je savais d'elle avant, à savoir ce suicide, à savoir cette imagerie, y compris dans le film qui nous a tous beaucoup plu à l'époque, The House, enfin de cette femme comme ça. C'est-à-dire que la jouissance, m'apparaissait mais énorme, énorme. Elles ont toutes de l'humour finalement. Oui. Vraiment. C'est ça que vous êtes en train de dire, hein. Parce que si on pense à Monique Wittig... Ah oui, alors Monique Wittig, c'est un éclat... Sa description, quand même... Oui. Mais cette notion de... Oui, mais Woolf, enfin moi, le journal est traversé par des éclairs enfin plus que ça, enfin je veux dire, donc cet éclat de rire, d'ailleurs il y a une des comédiennes qui a beaucoup travaillé sur le rire. Elle était Johanna. Parce qu'il y avait aussi l'idée que chaque comédienne s'approprie Woolf. C'est-à-dire que la Woolf que moi je lisais n'était pas celle de Johanna et n'était pas celle de Marie. Donc elles se sont aussi fabriquées leurs textes. Après j'ai fait un petit peu de censure KGB et tout, mais je veux dire c'était important que chaque comédienne lise son journal. Que le spectacle soit fait aussi de ça. Ce qui veut dire que vous ne leur aviez pas donné a priori d'indication de lecture, non, en le lisant beaucoup ensemble et en travaillant beaucoup ensemble, je savais très bien que Johanna irait de ce côté-là, que Marie irait de ce côté-là, que moi j'irais de ce côté-là, et qu'on se retrouverait bien quelque part. Enfin, qu'on la retrouverait bien quelque part. Et vous aviez déjà l'idée que ce spectacle serait intégré à d'autres spectacles? Oui, après Akhmatova, oui. Est-ce que moi, ce que j'ai ressenti aussi dans toutes les 3 mises en scène, c'est une immense urgence dans le débit, dans la mise en scène, hein, et dans la parole. C'est cette urgence. Il y a quelque chose qui est en alerte tout le temps. Oui, c'est un peu... après, oui. Non, mais... un mot, en plus c'est un peu un mot que j'emploie tout le temps, aux aguets, en alerte, c'est urgent. Comédienne, du coup, c'est pour ça que du coup, mais c'est pas normal d'être ni sur un plateau, ni de... Ces mots sont... on n'a pas beaucoup de temps pour les dire, et puis en même temps, c'est... Oui, c'est urgent, mais j'ai l'impression que tout le journal de Woolf est urgent. Wittig, enfin, je sais pas, mais... C'est urgent de prendre la parole. Virginia Woolf, c'est la chercheuse sans repos, c'est ça? Oui, ça c'est mieux. Chercheuse sans... Restless. Oui. Sans repos. On voit, dans tous ces textes, il y a sans cesse un lien entre ce que disent les femmes d'elles-mêmes, de leur intimité, de ce qu'elles disent du monde extérieur, de ce qu'elles racontent d'elles, de ce qu'elles racontent de l'histoire. C'est un lien qui est très fort. Je crois que Geneviève Fraisse, c'est aussi l'un de vos axes de travail, cette question de qu'est-ce que c'est que se raconter soi-même et de raconter l'histoire. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez été sensible à travers ce spectacle? Notamment, je pense à Virginia Woolf, encore une fois, c'est encore très très flagrant chez elle. C'est flagrant chez Beauvoir, qui elle part de la grande histoire pour parler d'elle-même ensuite. Moi, j'ai compris. Alors, sur cette histoire, je vais le prendre à l'envers. Dans une chambre à soi, Virginia Woolf, elle dit à plusieurs reprises, et du coup, ça m'obsède, et ça fait un bout de temps que ça fait de longues années que ça m'obsède. Elle dit dans 100 ans, elle sera un poète. Et quand elle dit ça, à ce moment-là, dans 100 ans, donc c'est 1929, donc vous avez vu, on y arrive. Le un poète, ça veut dire que la question du féminin n'existera plus dans l'écriture de l'auteur ou de l'autrice. Alors, pourquoi moi, je l'ai relié après à ce que je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, à ce que dit Nietzsche quand il dit, bon, d'accord, les femmes, elles écrivent, mais enfin, elles ne font que s'expliquer sur leur propre compte. Elles racontent sans cesse leur histoire. Mais on y est encore, hein. Moi, il y a parfois, je peste, je me mets en colère, parce que je me dis, mais tiens, une telle littéraire
metteuse en scène, mais elle a encore raconté son histoire. C'est pour ça que je suis contre aussi la recherche de la question de l'identité, parce que ça a été identifié comme ça, donc à la fin de la seconde moitié du 19e siècle, comme, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'elle se taise, de la même façon qu'une femme doit mulier taceat in ecclesia, lui dit aussi que mulier taceat tout court, quoi. Parce que sinon elle raconte sa propre histoire. Et ce qui fait écho, et ça c'est moi qui fais le lien, hein, c'est pas du tout écrit ailleurs, hein, c'est que Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, elle dit clairement, quand justement elle oppose Jane Austen et Charlotte Brontë, qu'il y a encore celles qui écrivent dans la rage et celles qui commencent peut-être à écrire autrement, c'est-à-dire qui vont cesser de s'expliquer sur elles-mêmes. Et je pense qu'elle est à ce moment de jointure où la lucidité de Virginia Woolf, de toute façon, elle est tellement immense qu'elle voit clairement que pour le moment, il y a encore trop d'écriture sur soi et qu'il va falloir abandonner ça, non pas pour passer à l'écriture masculine avec le un poète, mais le un, dans ce cas, ça veut dire c'est un neutre, si je peux me permettre. Et ça veut dire simplement la question du sexe de l'auteur ne se posera plus. Et quelle est cette vision-là, et qu'elle le répète à plusieurs reprises, me paraît extrêmement important, parce qu'à ce moment-là, la femme cessera de s'expliquer sur son propre compte. Et moi, je vois beaucoup de choses de l'histoire de l'art faites par les femmes au XXe siècle qui se coltinent cette question-là, de façon très 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 précise. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais qui se le coltinent avec plus ou moins de bonheur, mais c'est une question fondamentale. Ça fait partie de ces dérèglements. Donc, vous voyez, de voir ce qui va bouger par rapport à des axes qui ont été posés de longue date, et comment, au fond, l'émancipation de l'ère démocratique permet des choses qui n'étaient pas permises avant. Et je pense que, je suis un peu longue, mais Virginia Woolf est à ce point-là. Donc à ce moment-là, si, pour répondre à votre question, la question du rapport entre l'extérieur et l'intérieur ne se pose plus. Et voilà, c'est... je riais récemment parce que un journaliste me demandait de commenter l'image de Simone de Beauvoir qui écrit dans un café. Ah ben je lui dis voilà, elle écrit dans un café, les romancières anglaises elles écrivaient sur un coin de table, et Virginia Woolf elle espérait avoir une chambre à soi, et maintenant on peut écrire dehors. Voilà, moi ça serait ma réponse à votre question. Il y a tout de même cette question de l'intériorité qui revient, je crois, chez Virginia Woolf. Vous le notez, Isabelle Lafont. Mais c'est pas contradictoire avec l'intériorité. Non. Ne pas s'expliquer sur son propre compte. Mais qu'il y ait encore une forme de porosité. Enfin, la frontière permet la porosité, en tout cas, entre ce monde, cette sphère intime et la sphère publique. Virginia Woolf écrit, je crois, Isabelle, vous le mentionnez dans le spectacle, le réel pour moi, c'est ce que nous faisons à l'abri des regards. Comment interprétez-vous? Enfin, vous insistez beaucoup, je crois, sur cette idée-là. Comment la comprenez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce réel qui se construit à l'abri des regards? Elle le dit pas dans son journal, ça elle le dit dans une lettre. Donc c'est quelque chose qu'elle a adressé à quelqu'un, une lettre. C'était, encore une fois, c'est le terrain où je suis, il est spécial parce que c'est comment le mettre en scène à l'abri des regards. C'était intéressant pour nous parce que c'était l'idée que pour mettre en scène ce journal, d'une certaine façon, il fallait beaucoup penser à ce mot-là. C'est-à-dire qu'il fallait pas... Il y a des spectacles où on tient compte du frontal, de la face, où on tient compte comme pour l'Opoponax, par exemple, c'est raconter cette histoire, enfin, où il y a quelqu'un je suis avec un micro, il y a la batterie, et donc je pars. Et pour Woolf, je pense que à l'abri des regards, c'était... Comment vous dire? En fait, je ne peux pas vous répondre exactement ce que je pense de cette phrase, mais je peux vous dire que cette phrase m'intéressait par rapport au théâtre. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on répète, on a beaucoup répété, par exemple, en se mettant, en s'en foutant qu'il y ait des gens dans la salle. Je leur disais, mais mettez-vous de dos, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, petit à petit, on a joué, on ne pouvait pas être de dos. Mais, par exemple, la représentation de mercredi, pour moi, n'était pas juste, parce qu'on a tenu compte du public. Et ça ne veut pas dire ne pas tenir compte, mais c'est parce qu'on a fait pour le public. Et on n'était pas à l'abri des regards. C'est juste une chose qui m'intéressait par rapport en tant que jeu de comédienne. C'est-à-dire que
du fil secret du spectacle. Il fallait être à l'abri des regards, que les spectateurs, d'une certaine façon, fassent intrusion dans quelque chose. Soyons tous des intrus, elle le dit dans La Tour penchée. Enfin, voilà. Donc quand je vois cette phrase-là, je la tire un peu bêtement du côté du théâtre. Vous voyez, donc je ne peux pas vous donner une explication rationnelle, parce qu'elle peut dire aussi, c'est pas complètement... Elle n'est pas à l'abri des regards. Enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui s'expose, c'est bien elle. Et c'est cette phrase de Celan que je trouvais belle aussi par rapport à Woolf, c'est le poème ne s'impose pas, il s'expose. Et là, s'il y a une exposition, donc elle dit ça dans une lettre, et c'est vrai que je la... C'est le plus intéressant que de dire intime, de dire aux comédiennes qu'est-ce qui se passe à l'abri des regards, comment on peut l'entendre. Je me demande si vous ne mettiez pas ensemble l'intime et le privé dans la question que vous posez. Oui, c'est ça, c'est-à-dire... Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, j'entends. Quelle serait... Enfin, mais placez-vous la différence, placez-vous la ligne de démarcation entre l'intime et le privé. Travaillons là. ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que je disais sur la question de s'exprimer sur son propre compte, ça n'exclut pas du tout la cessation d'un rapport à soi. Quand cesse l'intimidation qui est faite sur le thème vous ne savez faire que ça, vous n'êtes bonne qu'à ça. Après, là encore, on est dans la réappropriation de l'intime du privé avec les séparations qu'il faut faire, mais c'est une question complètement d'actualité. Et sur la question des violences, le passage du privé à l'intime fait tout le débat et la difficulté de l'analyse des violences sexuelles, sexuées, etc. Donc, j'ai pas la solution. Mais c'était juste pour dire que c'est pas l'un contre l'autre. C'est simplement face à des intimidations qui pour moi ne reposent pas seulement sur tel sexe fait ceci et tel sexe fait cela, mais de quoi s'agit-il? Par exemple, vous n'êtes capable que d'écrire sur vous-même. Voilà, ça c'est pire pour moi que de dire porter une jupe rose ou faites des sourires, monsieur. Isabelle, est-ce que vous avez prévu de poursuivre ce spectacle sous d'autres formes, avec une continuation par d'autres textes? Est-ce que vous allez le retravailler? Oui, il faut qu'on le retravaille. Il est en cours, ce spectacle sur le journal. Oui, il faut qu'on change, il faut qu'on arrive un jour à vraiment à laisser surgir des feuilles. C'est toujours en travail, mais comme 2 ampoules sur 5, on change certaines choses, mais c'est plus instable. On a plus joué, donc c'est différent. On va peut-être vous inviter à prendre la parole. Alors, si certains ont des remarques ou des questions à poser, c'est le moment. Je pense que mon micro va circuler. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Oui, bonsoir. Puisque vous venez de dire que l'intime et le privé, ce ne sont pas du tout la même chose, je voudrais bien si vous pouviez nous expliquer justement quelle est la différence entre les deux. Non, j'ai dit que ce n'était pas la même chose, et j'ai dit que précisément nous étions dans ce moment. Vous ne voyez pas en quoi vous pourriez penser que certaines choses sont intimes et privées, mais que des choses privées, par exemple, c'est pour ça que j'ai associé ça à la question des violences, font qu'il peut y avoir quelque chose qui va être dit public sur une partie privée de l'existence des êtres. Si vous prenez l'exemple des violences, c'est assez simple à voir. Voilà, il y a un crescendo dont je ne donnerai ni la frontière, ni justement la description du crescendo entre ce qui est. Mais chez Arendt, par exemple, c'est des choses aussi qui ont été pensées, mais chez d'autres. Mais simplement, il faut absolument travailler avec les 2 notions, sans les superposer. Et réfléchir à chaque fois dans le concret, dans la matière même des questions. Et sur Woolf, c'est infernal. Je retrouvais cette expression qui, quand même, elle parle du puits de pétrole intérieur. Le puits de pétrole intérieur. Alors là, je ne sais pas si on est dans le privé ou dans l'intime, on est dans l'expression de soi, mais voilà. C'est à l'infini cette question-là, mais on est d'accord pour. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Mademoiselle, peut-être?
Madame. On dit madame, c'est fini, madame. Pardon. Je dis autrice, mais je dirais bon madame. Il y a encore des progrès à faire. C'est fort, c'est un Philosophie Magazine, on féminise absolument tous les noms, et on le fait voilà, très très régulièrement. Bravo. Ma question c'était, qui sont les insoumises aujourd'hui, et est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que c'est des insoumises, est-ce qu'on ne le saura pas plus tard? Parce que là on voit Tchoukovskaya, Akhmatova, Woolf, Wittig, c'est du présent mais c'est du passé. Donc est-ce que les insoumises, on pourra vraiment les trouver demain? Moi je crois d'abord que la première chose qu'il faut dire dans ce cas, c'est celui qui se nomme, qui y est. C'est-à-dire que pourquoi attendre qu'on dise qui était insoumis? D'ailleurs, ça n'arrête pas. Hein. Il y a, je pense aux effrontés, d'autres. Enfin non, c'est d'abord une nomination qu'on fait. D'ailleurs là, ça vient d'Anna Akhmatova, qui donc se nomme comme telle. Donc d'abord, on se nomme soi. Rébellion, etc. On se souvient que le mot insoumis vient de l'insoumission face à l'armée. Hein. C'est donc ça un ancrage 20e siècle extrêmement précis de l'insoumission militaire. Mais on se nomme insoumis. Bah oui, c'est au boulot. Non mais c'est là, encore une fois l'idée que enfin, Non, mais je suis complètement d'accord avec l'idée qu'on se nomme et que c'est effectivement, ce qui m'a happé, c'est qu'elles se sont nommées. Nous sommes des insoumises, n'est-ce pas? En plus, en s'adressant à Lydia. Autrement, c'est ce que j'ai essayé de dire au début, je n'aurais jamais pris un titre. C'est parce qu'elle s'est nommée en regard avec Lydia que je me suis dit, allons-y. Mais c'est là où, quels que soient les textes qu'elle a pris après des deux autres auteurs, hein, il y a Les guerrières de Monique Wittig, Les marginales de Virginia Woolf, donc ces trois auteurs sont dans des logiques de nomination d'une insoumission. Même si ce n'est pas les textes qui ont été choisis pour le théâtre ici. Donc, mais en tout cas, elles se rejoignent toutes dans une nomination. Mais c'est aussi toute l'histoire de ces 2 derniers siècles aussi. C'est de se nommer. Madame. Pour faire suite à ce dont vous parliez, et l'héroïne, parce que c'est une héroïne. Moi, je vais vous dire, madame, je suis une héroïne. Il y a un truc qui ne va pas là, à la différence de l'insoumise. Mais précisément, c'est drôle parce que j'avais pensé parler des héroïnes et je me rends compte que je ne l'ai pas fait. J'avais noté des choses là-dessus parce que, justement, la question du héros et de l'héroïne, à mon avis, mérite en soi un sujet comme tel. De toute façon, ce qui se passe aussi de l'héroïne, c'est la singularité. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique éventuellement plurielle, comme les guerrières, les marginales, et l'insoumission militaire, par exemple, c'est-à-dire où là, quelque chose d'un ordre pluriel est énoncé comme tel. Avec l'héroïne, d'ailleurs, le héros est effectivement, donc, ça répondrait à la question qui a été posée juste avant, c'est-à-dire que ça va être attribué par... mais là, il y a une histoire de la modernité dans le rapport au héros et à l'héroïne assez particulière, mais en tout cas, c'est une singularité. Encore une petite définition plus précise. Qu'est-ce que c'est qu'une héroïne? C'est du... au ras des pâquerettes, ma question, mais... Merci. En général, c'est lié à un acte, des actes, qui sont remarquables. Voilà. Alors, après, moi, ce qui m'avait frappé pour très 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 longtemps, ça fait partie d'un des tout premiers travaux que j'avais fait, sur le fait que le mouvement féministe s'était emparé d'héroïnes. Dans les années 60, on avait Georges Sand, Louise Michel, etc. Maintenant, on aurait Olympe de Gouges et d'autres, très bien. Mais qu'on en faisait des symboles. Donc ça c'est encore une question de si une héroïne est symbolique ou n'est pas symbolique. Mais en tout cas, ça va avec quelque chose qui serait remarquable, au sens le plus
disons, classique du terme. Je ne sais pas ce que mes collègues diraient, mais c'est la première réponse que j'aurais. Donc il faut que l'acte ait eu lieu. Et par ailleurs, peut-être que justement la différence entre héroïne et insoumise, c'est que ce ne sont en rien des modèles. On ne peut pas les modéliser. On ne va pas modéliser Virginia Woolf. Et peut-être que dans la notion d'héroïne, l'acte est révolu, tandis que dans les insoumises, c'est ce qu'on disait au début, l'acte est en progression. Et sans cesse, tandis que c'est effectivement, donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense que, de mon point de vue, ça m'intéresse plus, tous ces multiples et ces choses qui sont itératives, qui se répètent dans une continuité, qu'un acte, quitte à ce qu'il soit déplacé, cet acte, de manière historiquement, par exemple, discutable, ce qui arrive sur les héros en permanence, et les héroïnes du coup aussi. Merci. Y a-t-il une autre question ou remarque? Madame, pardon. Non, mais une héroïne peut être une insoumise. Oui, mais un héros, en général, c'est pas un insoumis. Le héros, il va plutôt dans le sens de l'histoire. Il crée, elle va tout à fait. être reconnue comme héroïne a posteriori. On va d'abord être... Olympe de Gouges, ça a d'abord été quand même, elle a été exécutée. Louise Michel, elle était exilée, donc elles étaient plutôt des renégates, elles étaient plutôt vues comme des rebuts. Mais c'est plutôt en Jeanne d'Arc, tu vas avoir des... Ah oui, alors Jeanne d'Arc, alors là on est du côté du religieux, alors du coup... Non, pas du tout. Aussi, non, laisse tomber le religieux. Je veux dire, c'est quelqu'un qui pose des actes comme un héros masculin. Oui. Et du coup, elle a été reconnue... Enfin, c'est ambigu parce qu'elle a été quand même brûlée. Tu vas pas pouvoir mettre héroïne et insoumise en même temps tout le temps. Donc mieux vaut les séparer. Oui, mais sur le plan, pour penser, pour être le plus précis possible. Oui, mais en même temps, les héroïnes sont reconnues comme telles souvent a posteriori, quoi. Pas dans leur temps. Ben, George Sand, Louise Michel sont absolument reconnus de leur temps. Ah bah, désolé, oui, complètement. Oui. Non, ça ne marche pas. Donc mieux vaut séparer les significants et les significations, parce qu'on sera plus riche. Et la catégorie d'héroïne, de toute façon, est en difficulté sur le plan historiographique, contrairement à la catégorie héros. Oui, donc c'est aussi du féminin, peut-être. C'est une question importante. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? C'est une question, une remarque? Écoutez, avant de vous remercier tout à fait, je vous rappelle que le spectacle se joue encore jusqu'au 20 octobre, donc les samedis et dimanches, ils sont proposés en intégrale, et le reste de la semaine, vous pouvez retrouver les spectacles, et que les livres dont Isabelle s'est inspirée pour monter les spectacles sont disponibles à la librairie, ainsi que La Sexuation du Monde, donc le livre de Geneviève Fraisse, que vous pouvez retrouver à la sortie si vous souhaitez éventuellement le faire dédicacer, l'acheter, en discuter. T'as vu une dernière question? Quel a été votre rapport à... Vous nous avez parlé de votre rapport. Vous avez parlé de votre rapport avec Anne, je ne sais plus, Lydia, c'est ce que vous voulez. Ensuite, avec Woolf, mais vous avez très peu parlé de Wittig, donc comment vous y êtes venu, pourquoi, qu'est-ce que ça a suscité chez vous, quels ont été les ressorts que ça a activé. C'est un texte que j'ai découvert il y a longtemps, parce que Marguerite Duras en parlait. Et que, tout simplement, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé. J'avais jamais été confrontée à une langue et à une langue pareille et à ce que ça pouvait entraîner dans le jeu. Et donc je l'ai beaucoup travaillé. Enfin, je l'ai beaucoup travaillé avec des ateliers amateurs que je faisais à l'époque. Et ça a suscité beaucoup aussi et dans les ateliers amateurs au théâtre, souvent il y a beaucoup de femmes. Et ce livre entraînait énormément au niveau du travail. Et puis, je n'avais pas pensé en faire un spectacle du tout. Et puis un jour, Suzette, il y a eu un hommage à la Maison de la Poésie. Et là, d'abord, je crois qu'on m'avait demandé pour une émission de radio quels étaient mes livres de chevet. Donc j'avais parlé de Woolf, de Wittig, je crois d'Antenne, je sais plus, enfin, voilà. Et comme ça, j'ai fait la Maison de la Poésie avec un batteur. Mais c'est un texte qui est là depuis longtemps.
Et je me rends compte en le jouant chaque soir qu'il... si je dis phénoménal, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais qui l'entraîne au-delà de ce que j'imaginais. C'est-à-dire que la langue est complètement anormale. D'où la difficulté de le retenir, d'ailleurs. Les propositions, les conjonctions de coordination, les temps, pas seulement le « on », c'est-à-dire, mais sont complètement étonnants. C'est-à-dire que là... Et qu'en même temps, ça fait surgir vraiment quelque chose. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'imaginaire, mais ça fait longtemps. Mais ces textes-là, qui sont des textes, c'est toujours compliqué parce que c'est des textes que j'aime beaucoup depuis longtemps, donc tout d'un coup les mettre, je ne pensais pas que aussi bien pour Woolf, pour Akhmatova Tchoukovskaya, quand je l'ai lu immédiatement, je me suis dit c'est fait pour une pièce ou même pour un film, mais pour Virginia Woolf, le journal, où la facilité et l'envie serait été d'en faire un monologue. Ben voilà, c'est très simple. On appuie sur un... Enfin, je veux dire, c'est pas très simple, mais je veux dire, ça marche. À 3, déjà, je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant, puis vis-à-vis d'elle. Mais c'est des textes qui sont à côté de moi depuis longtemps. Donc les mettre en scène, c'est troublant. Je n'y pensais pas comme j'ai pu penser pour La Mouette ou pour Akhmatova Tchoukovskaya, effectivement. Et Wittig, oui, le Poponac, c'est un texte que je trouve... Et encore, je trouve que j'en ai pris qu'un angle. J'ai mis de côté beaucoup, on pourrait faire 40 spectacles avec ce texte. Ce sera je crois que c'est Duras qui dit de ce texte qu'il balaye 90% des textes qui ont été avec son côté comme ça, oui, que ça... Oui, toujours... Ah ouais, il est encore temps. Je ne voulais pas poser des questions, je voulais juste savoir, Pardon, je voulais juste savoir si quand vous avez conçu ces spectacles, donc c'est autour de femmes, les interprètes sont des femmes, est-ce que vous êtes posé la question du public qui allait venir? Parce que là je me retournais, je m'aperçois qu'il y a quelques hommes dans la salle, mais assez peu finalement. Donc forcément on est amené à se poser la question à qui je m'adresse, ou en tout cas à répondre à cette question. Est-ce que je m'en soucie, est-ce que je m'en soucie pas, ou est-ce que ça... Voilà, est-ce que ça joue à un endroit, quoi? Non, je ne me suis pas posé la question. Je le remarque quand on joue, que le public est féminin, comme je remarque dans les ateliers de théâtre, le public amateur, le public est féminin. Je ne me suis pas du tout posé cette question. Je me suis posé une question par rapport à Virginia Woolf, pas par rapport au Poponax, ni par rapport à Akhmatova. Je me suis posé la question par rapport à Woolf, surtout que les gens qui ne la connaissent pas comprennent, que ce soit absolument pas adressé aux gens qui aiment Virginia Woolf. Donc c'est plus ça, les tests que j'ai pu faire avant, c'est-à-dire des précisions sur des noms, et puis ça c'était très très important, et après avoir parlé à quelques femmes qui sont venues récemment, qui ne connaissaient pas et qui ont envie, et il n'est pas disponible d'acheter le journal, ça, je suis contente, oui. Mais c'était vraiment ça ma préoccupation, que ça ne reste pas un entre-soi de gens qui aiment Woolf. Et puis, aussi de gens qui ne connaissent pas le Poponax, qui se ruent vers ce texte-là. Mais sans me poser d'autres questions que ça. Sur le texte de Woolf, vous avez évacué un petit peu cette question qui est intensive de la folie, c'est une chose que vous avez volontairement mis de côté pour éclairer. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je ne le sais pas. Comme je ne sais pas son suicide, c'est pas dit dans le journal. Il y a une page très très belle où elle parle de la vague. Sur 2000 pages, le mot folie est... Je sais pas, je le vois très peu, donc ça c'est des choses que disent les autres, donc j'ai effectivement, c'est comme Après, par exemple, il y a une comédienne qui aimait beaucoup la lettre à Leonard Woolf. Alors elle l'a dit en anglais, et comme moi je suis pas claire avec ça, parce que je suis pas, mais que je trouve que c'est beau que Johanna ait ce rapport-là. Je traduis 3 phrases sur, non pas 2 ampoules sur 5, mais 3 phrases sur 10, et donc j'évacue quand elle dit je deviens folle, je ne le traduis pas.
peut-être vous pourriez rappeler de quelle lettre il s'agit, ce qui est dit dans cette lettre? La lettre à Léonard. Oui, pardon, la lettre à Léonard, excusez-moi, la lettre à Léonard, c'est la dernière lettre qu'elle a écrite à Léonard pour dire qu'elle avait décidé de mettre fin à ses jours, qu'elle devenait folle, qu'elle entendait des voix, qu'elle sentait qu'elle n'arrivait plus à... Je ne peux plus me concentrer, je ne peux plus... je l'oublie parce que... En plus, je suis tellement lâche que je n'arrivais pas à la traduire, donc j'ai demandé à notre comédienne de le faire. Donc vous voyez, c'est Marie qui va le faire maintenant. Et puis qu'il a été le bonheur de sa vie, etc. C'est compliqué cette lettre, parce que ça aussi, ça ne me regarde pas. Mais le rapport qu'a Johanna, je veux dire, depuis 3 ans, Johanna s'est penchée sur la vie de Woolf, sur des choses très très profondes de Woolf, donc je ne peux pas lui dire tu fais pas cette lettre, je trouve que ce serait pas juste. Et puis la pudeur qu'elle met à la faire est intéressante. Et elle a choisi de la faire en anglais. Voilà. En français, on aurait immédiatement compris. Là, Y a-t-il une toute dernière question? Madame. Alors moi j'ai bien compris l'intérêt que vous portiez à chacune de ces autrices sur lesquelles vous avez travaillé. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi avoir choisi d'en faire une lignée finalement, pour reprendre les termes de Geneviève Fraisse, et quel acte vous posez derrière ça? Une espèce de triptyque finalement. Il y a quelque chose qu'il faut révéler. Il y a quelque chose qu'il faut révéler. Non mais c'est... Oui. C'est la même chose quand vous jouez un spectacle seul. Parce qu'il y a des soirs où vous jouez un seul spectacle, je crois. Et... Oui, c'est plus reposant, mais ça fait bizarre maintenant. C'est différent donc. On aurait bien aimé qu'elles se rencontrent quand même, quelque part dans un petit peu. À l'enterrement d'Anna Akhmatova, c'est... Oh mon Dieu, un poète très, très connu. J'ai un truc. Brodsky qui disait, parce qu'il y avait un discours de Tarkovsky, du père de Tarkovsky, qui disait voilà, elle nous a quittés, nanana, et lui il dit non, elle nous a pas quittés, elle nous observe plus qu'elle ne nous surveille. C'était un peu cette idée qu'on avait envie un petit peu de les voir dans la même chambre. Peut-être. Je dis nous parce que... Elle nous observe. Elle. Un peu. C'est ça. Isabelle Lafont, Geneviève Fraisse, merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vous rappelle donc, je vous invite à lire La Sexuation du monde et à voir le spectacle Les Insoumises jusqu'au 20 octobre. Merci beaucoup.